Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Alors je rabâche constamment ce leitmotiv, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, mais parce que pour moi c'est la condition fondamentale pour que l'humanité accède à la paix. Et donc, je pense que cette prise de conscience de notre sens, de notre but, du sens de l'humanité, en fait que l'humanité a un sens, qu'elle poursuit intuitivement, puisque nous le faisons encore de façon inconsciente, un but préétabli, cet état de perfection dont je parle, c'est-à-dire la paix universelle, la fraternité absolue, le 100% écologique, un monde complètement délié de l'homme loup pour l'homme, un homme délivré de toutes ces pathologies, des pathologies inhérentes à l'évolution d'un primate naturel en un humain abouti. Et donc, dans cette évolution, naturellement, il y a des pathologies qui s'imposent à l'humanité. Et ensuite, donc là, je viens d'être perturbé un petit peu parce que j'ai reçu le micro pour commencer à parler avec un peu plus de voilà, il y a peut-être des réglages même à faire, un peu plus de clarté, enfin la clarté au moins auditive, parce que la clarté psychique, elle n'est pas encore là. Donc, pour cette première mise en page d'une de ces vidéos avec une nouvelle sonorité, je voulais travailler sur un podcast que je viens de voir là, avec toujours cette émission Avec Philosophie de France Culture, et qui est consacré cette fois-ci à Claude Lefort. Claude Lefort, un philosophe apparemment qui est né au siècle dernier, je pense, et dont c'était l'anniversaire de la mort. Alors, je lance la vidéo et puis je commente éventuellement, je fais des digressions en fonction de ce que je ressens et en lien avec cette théorie donc que je développe selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Alors on y va, on lance l'écoute. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Le philosophe Claude Lefort aurait eu 100 ans cette année. À sa pensée, à son œuvre, nous consacrons une série cette semaine, une série intitulée Claude Lefort et le XXe siècle. Alors je découvre en même temps... Claude Lefort n'a pas 25 ans quand il fonde avec son ami Cornelius Castoriadis en 1948 la revue Socialisme ou Barbarie. Lefort n'a pas 30 ans quand il prend part à l'une des grandes disputes autour de la figure de Sartre en 1952. Dans l'épave de Merleau-Ponty, Lefort critique alors la vision sartrienne de l'intellectuel et de la politique. Ce jeune homme, Claude, agrégé de philosophie en 1949, porte le nom de famille d'un homme qui n'est pas son père biologique, mais qui s'est déclaré le père des 2 enfants de sa mère, Rosette Cohen, pour leur donner un patronyme moins dangereux pour eux pendant la guerre. Une guerre dont Lefort n'a pas oublié qu'elle a commencé à l'aune d'une alliance en 1939 entre les 2 monstres, hitlériens et staliniens. Et la critique de l'Union soviétique sera un enjeu majeur du groupe Socialisme ou Barbarie, dont le nom est une formule de Rosa Luxembourg, hommage à celle qui avait très tôt refusé la conception léniniste du parti, vert bureaucratique dans les fruits révolutionnaires.
Le premier épisode de cette série sur le fort est précisément un retour sur l'aventure de Socialisme ou Barbarie, car cette aventure fut le terreau sur lequel a poussé plus tard le livre de Lefort de 1976, Un homme en trop, lecture serrée de l'archipel du goulag de Solzhenitsyn. Et Socialisme ou Barbarie, ce fut aussi un apprentissage de la conflictualité intellectuelle jusqu'à l'extinction de ce groupe dans la deuxième moitié des années 60. Or, le conflit, c'est ce que Lefort, tout au long de sa vie, a désigné comme l'âme de la démocratie. Bonjour Claire Pagès. Bonjour. Alors, voilà, donc pour commencer, il fallait, donc au XXe siècle, et en contradiction avec Sartre, il fallait regarder clairement ce qui se passait avec le stalinisme et avec le léninisme. Pourquoi cette idéologie qu'on pourrait dire utopiste et qui amenait tellement de possibilités, pourquoi elle a glissé vers ce totalitarisme et vers ce blocage, on pourrait dire, ce blocage mental, ce blocage évolutif, et qui va faire que ils vont donner tous les arguments, tous les moyens, en fait, à son challenger, en somme. Bon, c'était lui le challenger, le communisme, c'était le challenger au capitalisme, mais il a donné tous les arguments par sa propre violence, sa surdité, sa rigueur. Il a donné tous les arguments pour aller vers sa défaite, en fait, dans cette compétition. Et, à mon sens, c'est le manque de souplesse mentale de ces dirigeants et donc de l'élite chargée de mettre en place cette idéologie qui a été sclérosée très rapidement avec justement Staline, Lénine, etc. L'intérêt de la démocratie, l'intérêt du capitalisme, en fait, c'est que il laisse émerger les meilleurs du groupe. Voilà. C'est le principe de la compétition et donc des élections, la compétition entre les compétiteurs politiques qui vont monter à travers d'abord les hautes études, les hautes écoles, etc. Ils vont se fortifier, ils vont acquérir tout un tas de qualités. Ils viennent déjà avec des qualités fondamentales majeures. Les hommes politiques, ce qui c'est pas par hasard que quelqu'un finalement atteint les sommets du pouvoir. Donc il a des capacités. Et ces capacités, dans un système démocratique et capitaliste, eh bien, elles sont exaltées totalement, elles sont laissées libres. Il y a la liberté de pouvoir les exprimer totalement. Et le communisme a eu très tôt, à mon sens, mais ça c'est des visions intuitives que j'ai, je connais pas très bien l'histoire, mais c'est comme ça que je l'analyse. Très tôt, au lieu de laisser monter les meilleurs, eh bien, c'est les plus violents, ceux qui voulaient à tout prix le pouvoir, ceux qui aimaient le pouvoir, ceux qui avaient la paranoïa ou qui avaient l'angoisse de laisser le pouvoir à d'autres et d'être que le marxisme ne s'impose pas correctement, etc. Donc ils avaient sans doute des doutes qui a empêché ces chefs d'État, donc les Lénine, etc., les Staline, de laisser émerger une véritable intelligentsia. Et
ça aurait changé la face du monde, bien entendu, parce que les idées, elles étaient vraiment super intéressantes, mais il y avait plein de choses qu'il fallait améliorer. Il fallait sortir de l'idée de la dictature du prolétariat, il fallait sortir de l'idée de l'égalité absolue ou des choses comme ça. Il y avait et puis le fait de contester le spirituel. Voilà, tout ça, c'était des problèmes qui allaient surgir et qui allaient faire que le communisme a été un échec, a fini par être un échec. Et c'est simplement une méconnaissance de ses dirigeants, de ses premiers dirigeants. Mais en fait, elle était logique, cette méconnaissance. Il aurait, pour qu'il puisse avoir une bonne vision, il aurait fallu qu'il parte aux États-Unis, qu'il voit comment se pratiquer la politique dans les années 20, 1900, 1910, 1920, qu'il voit comment c'était en train de se pratiquer, qu'il voit en Europe comment les choses commençaient à émerger, comment on laissait des hommes politiques, les qualités des hommes politiques émerger. Et à ce moment-là, peut-être, ils auraient compris que c'était la solution qu'il fallait adapter avec les valeurs du socialisme. Et qu'il y ait plus de souplesse mentale pour changer ce qui va pas, on voit que quelque chose va pas. C'est ça l'intérêt des États-Unis, par exemple. Très vite, quand ils voient très vite ce qui va pas, ils changent, ils modifient, même si sur 10 ans, 20 ans, ils vont avancer vers une sorte de chaos, de choses, ils vont aller vers le pire, mais dès qu'ils trouvent que c'est pas bien, ils peuvent tout de suite se moduler, s'adapter, etc. Et c'est ce qui a manqué au communisme, cette souplesse mentale. Bonjour, vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris-Nanterre. Vous avez dirigé en 2019 un numéro de la revue Rue Descartes consacré à Lefort. Vous venez de publier, consacré plus exactement à Socialisme ou Barbarie. Vous venez de publier aux éditions Amsterdam un livre sur un penseur qui était cher au cœur de Lefort. Nous en parlerons sans doute un peu plus tard dans la semaine. Pierre Clastres. Bonjour Nicolas Poirier. Bonjour. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes français de Lefort et de Castoriadis. Votre bibliographie est considérable sur ces deux penseurs qui ont fondé Socialisme ou Barbarie en 1948, puis qui s'y sont fâchés. Vous allez nous expliquer tout cela. Camarades, en ces journées du 38e anniversaire d'octobre, la classe ouvrière et tous les travailleurs de notre pays répondent avec plus de résolution que jamais à l'appel suprême de Lénine qui comptait avant tout sur la conscience des masses pour assurer la paix. Le peuple de France proclame hautement sa confiance dans l'Union soviétique, principale force de paix dans le monde et garante d'un avenir radieux pour toute l'humanité. Vive le 38e anniversaire d'octobre! Vive le drapeau victorieux de Marx, Engels, Lénine et Staline! Vive le communisme! Alors, on voit, c'est le problème, il n'a pas changé en réalité. C'est toujours les tribuns, quelques tribuns, qui imposent une ligne radicale, dictatoriale, alors qu'ils ont derrière eux des qualités mais inouïes et des jeunes qui arrivent, et on le voit actuellement, on retrouve le même problème. Et la radicalité, ça peut pas fonctionner. Ça fonctionne pas déjà pour être élu, parce que quelqu'un qui est entre guillemets une grande gueule, quoi, hein, un tribun un peu virulent comme ça, maintenant il est pas du tout. Le peuple veut pas ça. C'est passé. Ils ont réussi. Certains ont réussi à passer. D'ailleurs, les Hitler, les Staline, etc.
et encore Staline, je ne sais pas si c'était un vociférateur, mais voilà, ces personnalités comme ça, radicales, difficiles, elles ont fait leur temps, et maintenant c'est impossible, on peut pas. Ils vont fédérer 20% de personnes dans un pays comme le nôtre. Il y a 15-20% de personnes qui vont supporter un tribun agressif, violent, etc. Parce que c'est dans la forme de la psychologie d'un pays. Mais les 80% ne sont pas là. Et les 20% qui manquent, ou les 30% pour devenir chef d'État, ils sont pas là. Ils restent, on le voit, ils plafonnent à 20%. Et tout simplement parce que ils donnent pas la chance à ceux qui sont beaucoup plus souples, qui ont ingéré en fait la douceur de la démocratie, le principe de la démocratie, qui sont là et qui ont une capacité à se défendre verbalement, mais tout en restant dans quelque chose de très mesuré en réalité. Voilà. C'était un extrait d'un discours de Maurice Thorez. Maurice Thorez, c'est ça. Chef, on va dire comme ça, à la tête du Parti communiste français. C'était en 1957 pour le 38e anniversaire de la révolution bolchevique d'octobre 1918. Maurice Thorez, ce discours, c'est à peu près ce qu'il y a de pire pour le fort, ce mensonge sur la réalité de l'URSS qui est au cœur du Parti communiste français. Or, ce moment 1955 est intéressant, c'est celui... Et il avait absolument raison. Claude Lefort, bien entendu que c'est là où cet aveuglement, c'est pas possible. Il y a quelque chose. Alors, qu'on puisse, même à l'époque d'ailleurs, je pense que c'était le cas de beaucoup de penseurs qui étaient capables de voir les idées importantes, l'intérêt du communisme, l'intérêt de ces valeurs pour l'humanité. Mais en même temps de voir à quel point il y avait une sorte de criminalité qui était à la tête de ce système. Et ça, c'est fondamental d'arriver à... Alors après, il y a beaucoup de choses à dire sur cette chose-là, sur ce qui fait que l'URSS s'est enfermée, que la Russie a été obligée de s'enfermer en fait, d'aller vers quelque chose vers cette radicalité. Parce que très certainement, dès le début, le capitalisme a cherché à l'écarter, à l'éliminer, tout simplement parce que ça a mené trop de problèmes pour le capitalisme qu'un pays social où le social prédominait et où ils allaient commencer à donner du social aux ouvriers, ça devenait une mauvaise image pour le capitalisme. Donc, ils voulaient à tout prix détruire le socialisme, bien entendu. Donc, ça a joué, évidemment. Mais le fait que ce soit en réalité ce qui viennent les chefs qui viennent du peuple, ils peuvent manquer de certaines choses pour atteindre. C'est pas pour rien qu'il y a une sorte de bourgeoisie, une aristocratie, etc. Et puis un peuple. Et la logique veut qu'il y ait une forme d'éducation, qu'il y ait une forme de douceur peut-être qu'on retrouve plutôt dans la bourgeoisie, dans une sorte de, ça fait pas, c'est pas pour dire qu'il y a mieux et que l'autre serait que le peuple serait en dessous et la bourgeoisie au-dessus, mais cette éducation, elle a du sens.
dans la façon de voir le monde, de s'exprimer, dans le fait d'être moins radical, peut-être moins cruel, peut-être, etc., etc. Ça empêche pas que il y a autant de perversions, il y a autant de manipulations, il y a autant, etc. Mais c'est aussi un des problèmes du fait de laisser le peuple prendre le pouvoir que ce soit lui qui donne les directives. Il y a un problème. C'est pas pour rien que la démocratie, c'est les meilleurs de l'ensemble. C'est pas les meilleurs du peuple, c'est les meilleurs de l'ensemble, les meilleurs du peuple, mais les meilleurs de la bourgeoisie, les meilleurs de l'aristocratie, les meilleurs de tous les milieux, de toutes les représentations, de toutes les communautés qui montent et qui vont faire la politique pour l'ensemble du peuple. Sartre, depuis quelque temps, lui qui avait été un penseur de la liberté radicale, c'est le moment où Sartre a clairement décidé de faire marcher sa revue Les Temps modernes et lui-même aux côtés du Parti communiste français. Claire Pagès, Lefort a été au Temps moderne, on ne le sait pas toujours, et il vient de se fâcher avec Sartre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette période, disons, à la charnière des années 1940 et 1950 ? Oui, alors Lefort a été au Temps moderne et c'est Merleau-Ponty qui l'a fait rentrer au Temps moderne. C'est une relation qui est extrêmement importante pour Lefort et pour comprendre... Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Lefort a été l'élève... Voilà. On va arrêter là, comme ça je vais pouvoir constater si vraiment ça enregistre bien, etc. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute. Vous me direz si c'est audible maintenant avec ce nouveau micro. Et donc je rappelle toujours les mêmes choses. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt universel à répandre cette vision selon laquelle l'humanité va vers sa perfection, vous pouvez mettre des avis, donc des pouces. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis. Vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, donc soutenir la mécanique universelle avec ça. Vous pouvez laisser des commentaires, tout ça augmente la visibilité du site. Vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net et vous pouvez... Eh ben voilà, hein, c'est ça surtout. Et puis après, maintenant, il y a un petit espace pour faire un don pour pouvoir améliorer la mécanique universelle, c'est-à-dire essayer d'avoir un webmaster, enfin tout un tas de choses. Bon, et vous pouvez aussi proposer vos talents pour développer l'espace, évidemment. Ça sera avec plaisir. Voilà, et puis il y a d'autres projets à partir de ce don qui sont possibles. Si vous allez sur l'espace, vous le verrez. Je vous remercie en tout cas de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. J'ai eu un petit passage à vide, pour ça que j'ai pas fait des vidéos depuis quelques jours. Merci beaucoup, à très bientôt.